Bienvenue dans Laval à Mille et une cultures. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un grand Québécois, Boucar Diouf. Bonjour Boucar. Bonjour Khadiso. Oui, ça fait plaisir. J'ai mis mon boubou africain. Ton boubou africain. Juste pour toi, regarde. Il est très beau. Voilà. Oui, est-ce que c'est Caroline qui l'a fait? Non, 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 ça c'est grand Pape Sow qui me l'a donné. D'accord. Je suis allé à son organisation pour faire de l'animation et Pape Diop, je veux Pape dire. Diop, c'est Pape Diop m'a donné ce boubou. Merci Pape Diop. Pape Diop le Lavalois. Voilà. Ouais, bon ben, bienvenue à Laval. Voilà. Boucar, tu es le plus québécois des humoristes. C'est comme ça qu'on te définit. Des humoristes venus de l'étranger. De l'étranger, le plus québécois des humoristes. Non, est-ce qu'on parle des humoristes venus de l'étranger ou juste des humoristes? Ah non, je ne sais pas. Moi, je considère que je suis québécois, mais je crois que je suis profondément africain. Mon sang, tout ce que je suis, l'Afrique est en moi, jusque dans les moindres recoins de mes cellules. Okay. Mais en même temps, ça ne m'a pas empêché, en arrivant ici, de découvrir le Québec, de l'aimer et de l'embrasser très profondément. Ça aussi, c'est la vérité. Donc, je dirais que je suis... des fois, je dis, quand tu écris afro-québécois, il y a un trait d'union. Et ça, c'est bien. La langue française nous permet d'être le trait d'union entre l'Afrique et le Québec. Et de faire du raccommodement. Un raccommodement raisonnable, oui, comme tu dis. Très raisonnable. Ou un entremetteur culturel. Quelqu'un qui essaye de raconter son grand-père et d'amener les Québécois à se voir dans mon grand-père, qui était un serrère du Sine. Le grand-père, très virtuel ou très présent pour toi? Les deux. Les deux? Les deux, c'est un archétype. Cette question, je l'aime bien parce que le grand-père que je raconte, mon grand-père ne pouvait pas être aussi sage que, que le personnage que j'ai créé ici il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est une partie de lui, mais l'autre partie, c'est ton grand-père à toi. C'est le grand-père de tout Africain. C'est un archétype. C'est un grand-père dans lequel j'ai mis tous les gens qui ont influencé ma soif de parole. Parce que moi, la parole, j'aime beaucoup ça. J'aime la belle parole et j'aime la communication. Donc, je me suis construit un archétype de grand-père. Donc, c'est vrai, il existe, mais il est virtuel. Il est virtuel en même temps, oui. Tu parles d'aimer la communication, d'aimer beaucoup communiquer, mais ta première formation, tu es un scientifique. Oui. Voilà. Comment on concilie les deux? Moi, j'avais toujours dans l'image qu'un scientifique il est réservé, il est dans ses tubes et autres. Oui. Comment tu fais? Ça, c'est la vision classique du scientifique. Oui. Mais oui, ce scientifique-là existe. Mais il existe aussi le scientifique flyé, qui des fois aussi peut déranger les gens. Parce que moi, je pense que j'étais quelqu'un qui voyait toujours la poésie dans la science. Moi, je m'émeus de voir comment fonctionne une cellule. Les sciences de l'évolution... Des fois, il y a des choses que je vois et j'ai envie de pleurer parce que je trouve que la nature est extraordinaire d'avoir fignolé ces choses sur des millions d'années. Et donc, la poésie et la science peuvent se marier aussi. Mais quand tu commences à faire poésie, quand tu es au doctorat en biologie, ça ne marche pas. Ça marche pas, plusieurs fois, on m'a dit, oh, on se calme là. La poésie, on tasse ça là. Alors, quand j'ai fini ma thèse de doctorat, ben, je savais aussi que ce que je voulais, c'est... mélanger l'espèce de la poésie et la science. Et donc, j'ai trouvé cette façon de faire dans la vulgarisation. Tiens, d'accord. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. À la radio, à la télé, sur scène, je fais de la vulgarisation scientifique en mélangeant la poésie un peu avec la science. D'accord. Une façon de continuer un peu votre formation. Est-ce que vous avez complètement décroché de la science? Non, pas du tout. Du tout? Vous faites de la recherche encore? Je suis aussi scientifique qu'aujourd'hui. D'accord. Je pense que je suis plus informé scientifiquement, beaucoup plus que quand j'étais étudiant ou quand j'enseignais à l'université de Rimouski. Et c'est juste que maintenant, j'ai la liberté de dire, ah, je vais prendre la science, amener les chercheurs à la radio et les amener à parler des singes, des grands singes qui sont à quelque part nos cousins lointains, et de dire, on va essayer de raconter l'histoire. On parle beaucoup des identités sexuelles ces temps-ci, et ça fait partie de mes sujets pour la saison prochaine. Oui. Pour une raison X ou Y.
où se trouve la vérité. Et on parle du problème qui est causé par les mâles, beaucoup aux femelles ces temps-ci aussi. Oui, avec voilà, le hashtag moi aussi. Oui. Qu'est-ce que la biologie pense de ça? Et j'amène des gens qui ont réfléchi sur ces sujets autour de la table et je dis, poussons la chose plus loin. Plus loin. Ouais. Pour voir l'origine un peu de la chose. L'origine, mais aussi, peut-être pas pour dire ça vient de loin puis que c'est naturel, mais c'est dire, bon, ben, la biologie a de quoi dire sur ces sujets. On a beau essayer de les repousser et de dire ça n'existe pas, c'est pas vrai. L'humain est un animal aussi biologique comme les autres. Très différent, bien sûr. Et on peut pousser la réflexion plus loin. Alors, ça me permet maintenant de faire des choses comme ça, puis j'aime beaucoup ça. D'accord. Vous avez parlé de votre spectacle pour des raisons X ou Y, où vous faites rire en parlant de reproduction. Oui. Maintenant, vous allez vers un nouveau spectacle qui est... Mactogoek, le chemin qui marche. Oui. Parlez-nous un peu de ce spectacle. Il faut s'attendre à quoi? Ben, c'est un spectacle qui porte sur le fleuve Saint-Laurent. Moi, ce que je fais, Mactogoek, c'est le nom que les Algonquins avaient donné au fleuve Saint-Laurent avant l'arrivée de Jacques Cartier. D'accord. Cartier nous a foutu le nom Saint-Laurent. Je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas parce que je l'attaque souvent, puis je reçois des lettres des femmes me disant mais Cartier est arrivé dans une anse proche de Havre-Saint-Pierre le 10 août en 1535 et il a baptisé cette anse l'anse Saint-Laurent. D'accord. Et puis, c'est une appellation locale que les gens ont étendue au fleuve parce que Saint-Laurent, on le fêtait le 10 août. D'accord. Le nom est resté. Voilà. Mais moi, je préfère le chemin qui marche des Algonquins. C'est pour ça que j'ai donné le nom. Et donc, je parle de ma découverte de l'Amérique. Je me positionne comme quelqu'un qui a découvert l'Amérique aussi. Si Christophe Colomb l'a découvert, moi aussi, je l'ai découvert. Boucar Diouf a découvert l'Amérique. Oui, pourquoi pas. Rimouski, au bord du fleuve, sous des températures extrêmes. Exactement. Colomb est arrivé dans les Caraïbes en 92, il a été accueilli par les Indiens Taïnos. Ils lui ont dit, on était là, nous, 15 000 ans avant toi. Puis lui a dit, j'ai découvert l'Amérique. Moi, je dis, moi aussi, j'ai découvert le Québec. Oui. On te présente, Boucar, comme quelqu'un de parfaitement intégré, comme l'exemple même de l'intégration au Québec. C'est sûr que moi, j'aimerais avoir ton avis sur cette société où on vit actuellement, où tout est trouble, où les gens parlent de discrimination, de racisme systémique et tout. Et j'ai eu à parler avec toi. Tu m'as dit que le Québec n'est pas une société racialisée. L'ascenseur social n'est pas en panne comme en France. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est pas parfait. Oui. C'est pas parfait, mais je pense qu'il y a pire ailleurs sur la planète. Donc, moi, j'aime pas quand on dit quelqu'un de parfaitement intégré. Tu sais, pour moi, l'immigration, c'est individuel. D'accord. L'histoire de Boucar n'est pas l'histoire de Khady Sow, n'est pas l'histoire de Niane qu'on a vu ici tantôt. Chaque histoire d'immigration est une histoire individuelle. Et le parcours migratoire dépend beaucoup de plein de choses. Ça dépend de la volonté de la personne, parce qu'on ne peut pas s'intégrer sans le vouloir. Hein. D'accord. Et s'intégrer nécessite du travail aussi. Tu ne peux pas juste dire, je vais m'asseoir quelque part, et une partie de l'identité collective des gens qui m'ont accueilli va par osmose rentrer en moi. Ça ne marche pas. Ça faut s'intégrer pour le vouloir. Il faut marcher vers les gens. Il faut s'intéresser à leur histoire, à leurs symboles, il faut s'approprier une partie de ce qu'ils sont. Et donc, ça, il y a ce travail-là que celui qui arrive doit faire. Mais ça peut être facilité aussi par le fait qu'il trouve sur place des gens pour l'accueillir et le tenir par les bras aussi, ce qu'on appelle les structures d'accueil et d'intégration des immigrants. Mais s'intégrer, ce n'est pas juste aussi le travail de lui qui arrive, c'est le travail de celui qui ouvre la porte. Parce que les Africains le disent, ouvrir sa porte à des étrangers, c'est la meilleure façon de tester son propre seuil de tolérance. D'accord. Tu ne peux pas dire aux gens, vous venez chez moi, entrez dans mon salon, mais touchez à rien. Là. Ne touchez pas au frigo, n'allez pas dans les toilettes sans mon autorisation, faites pas ça, ça ne marche pas. Ils ne reviennent pas, les invités. Non, parce que le travail se fait dans les deux sens. Mais chaque histoire d'immigration est une histoire... différente. Voilà, différente. Et puis... mais moi, j'aime le Québec. Puis je pense que ce n'est pas parfait, le Québec, comme ailleurs, mais je pense que c'est un endroit où il existe encore du potentiel pour celui qui veut. Qui veut, d'accord. Pour celui qui veut et qui
qui ne restent pas dans la victimisation continuelle. Je suis victime, je suis victime, je suis victime. Moi, ça, je décroche. Ça ne marche pas, tu décroches. Tu parles d'identité multiple. C'est quelque chose que tu connais bien. Oui. Un couple multiethnique, pour toi, une belle gaspésienne, des enfants métis. Oui. Comment tu vis cette pluralité, cette identité plurielle? Mais nous on a un laboratoire de laïcité dans notre maison. Sa société multiculturelle, quand on dit là, c'est le Québec métissé serré. Moi, j'aime beaucoup cette expression parce que, veut pas, il a fallu que chacun mette de l'eau dans son vin. Moi, je suis un Africain. Et toutes les personnes qui sont rentrées chez moi savent que quand tu rentres, tu es déjà venu. Oui, je suis venu chez toi, oui. Tu sais que chez moi, il y a des choses dont j'ai besoin. J'ai besoin des images de l'Afrique, des masques, des sculptures qui m'entourent et qui font partie de mon univers. Ce sont des objets qui ont des valeurs symboliques pour mes ancêtres et ça fait partie de ce qui me nourrit. Et donc, il faut tout aménager ça sans brimer personne là-dedans. Donc, tu as les enfants qui sont entre nous, puis tu as ma blonde qui est québécoise, mais qui connaît l'Afrique parce qu'on arrive de là derrière, aussi. Et donc, les enfants qui sont entre les deux et les enfants à qui, moi, dans mes croyances profondes, je dis, d'abord, vous êtes nés au Québec, vous êtes des Québécois, d'abord. Et le Sénégal vous appartient si vous le désirez. C'est parce que l'identité, c'est comme l'amour, hein, on peut en avoir plusieurs. Donc, ce que je fais, c'est que j'amène les enfants au Sénégal. Je les amène là, ils rencontrent leurs cousins, leurs cousines, je les amène dans les champs, dans les baobabs. Et ils réalisent aussi que ça leur appartient aussi. Mais c'est à eux de choisir de le prendre ou non. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je stimule l'intérêt et ils feront ce qu'ils veulent avec par la suite. Mais je pense qu'ils vont aimer ça parce que quand on arrive, ils pensent la prochaine fois qu'on va y retourner. C'est ça, c'est ça le Québec d'aujourd'hui aussi, hein, qu'on le veuille ou non. C'est un changement perpétuel. Il faut aller dans les écoles pour voir qu'aujourd'hui, le Québec, c'est métissé serré. Voilà. Comme tu métissé dis. Serré. Métissé serré. C'est ça. D'accord. Donc, Boucar, on va voir ton prochain spectacle qui s'en vient. Tu es en salle. Oui, je joue à Laval, ici. À Laval, quand? À la salle André Mathieu, mais là, tu me prends de surprise parce que je ne me souviens pas. Je me souviens pas de la date exactement. Là. Donc, on évitera les gens à aller sur ton site pour voir... ma découverte de l'Amérique. La découverte de l'Amérique, le Christophe Colomb africain. Moi, c'est 1991, j'ai découvert le Québec. Merci beaucoup, Boucar. Ah, ça fait plaisir, Khadiso. Et on enchaîne maintenant avec notre rubrique culture, tendance, mode avec Myriam Matondo. Alors Myriam, on dit quoi? On est au mois de février et le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Je vais vous présenter aujourd'hui la programmation du mois de l'histoire des Noirs à Laval. Mais avant ça, je voudrais revenir un petit peu sur l'historique de cette célébration. Alors, le mois de l'histoire des Noirs est né aux États-Unis en 1926. À l'époque, ce n'était pas le mois de l'histoire des Noirs, c'était seulement la semaine des Noirs. Et ça a été initié par un professeur, un historien, un professeur d'histoire, qui s'appelait le docteur Carter Woodson. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi le mois de février? Eh bien, c'est simplement parce que deux abolitionnistes de l'esclavage étaient nés en février. Alors, il s'agit de Frédéric Douglass et d'Abraham Lincoln. On a choisi le mois de février pour ça. Alors, en 1976, la Semaine des Noirs se transforme en mois de l'histoire des Noirs. Et cet événement vise à commémorer d'une manière plus fidèle et plus objective l'histoire des Noirs. Donc aujourd'hui, il est célébré dans les grands centres, hein, en Amérique du Nord, on le sait, mais un peu partout dans le monde également. En Afrique, en Europe, c'est le cas aussi, ainsi qu'en Amérique centrale et du Sud. Maintenant, on revient un peu chez nous, ici au Québec. Le mois de l'histoire des Noirs au Québec a été
adopté, on va dire, choisi, souligné par l'Assemblée nationale du Québec le 23 novembre 2006. Et depuis cette date, il y a eu une loi à partir de 2007 qui a fait rentrer vraiment de façon officielle, de façon légale, cette célébration au Québec. Donc c'est pour ça que chaque année maintenant, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs, même s'il était célébré avant parce qu'il date de plusieurs années quand même. Mais de façon officielle, politiquement, sa naissance, on va dire, est arrivée au Québec en 2007 par une loi à l'Assemblée nationale. Alors maintenant, je vais vous parler de la programmation lavalloise de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs. À Laval, le lancement est fait le 3 février à la bibliothèque Germaine Guèvremont, qui est... Ça sera autour d'une exposition, en fait, qui a lieu tout le mois de février, à partir du 3 février jusqu'au 26 février. Et cet événement d'ouverture officielle va être ponctué par un vernissage des œuvres des artistes, d'un collectif d'artistes qui s'appelle Réminiscence. Ensuite, après l'ouverture officielle, on a aussi une date qui est le 18 février. Il y aura une soirée culturelle hommage aux membres engagés de la communauté noire qui sera célébrée à la Maison des Arts de Laval. Et ça, c'est en soirée de 18h à 21h. Le 24 février, cette fois-ci, c'est un peu du côté des affaires. Donc, il y aura un salon des affaires de la communauté noire on est à sa 2e édition, avec une journée entrepreneuriale des immigrants et de leur engagement communautaire. Alors, donc c'est toujours à Laval, à la salle communautaire Allegra. L'événement est ouvert au public. Et c'est entre 9h30 et 18h30 qu'il aura lieu. Donc, vous êtes invités à aller réseauter sur le plan entrepreneurial à cet endroit. Pour plus d'informations sur la programmation du mois de l'histoire des Noirs à Laval, vous pouvez vous rendre sur la page officielle Facebook du mois de l'histoire des Noirs à Laval. Et là, vous avez toutes les informations. Juste pour information, le mois de l'histoire des Noirs à Laval est organisé par le collectif des artistes de Réminiscence, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ainsi que le centre communautaire Kumbit de Laval et par Opal Magazine. Un immense plaisir d'avoir David avec nous aujourd'hui. David Campana. Bonjour David. Enchanté, salut. Oui, David, tu es un artiste multidisciplinaire. On peut dire ça, oui. Oui, on peut dire ça. Tu as aussi ta société et tout. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on retienne principalement de toi, David? En gros, que je suis un artiste qui recherche beaucoup sa liberté à travers son art, en fait. Mm-hmm. Et c'est sûr comme ça que faire de la musique, il n'y a pas plus libre que chanter. Mm-hmm. Tu sais, quand il y a tout le monde ici, je suis sur le plateau, ils chantent quand ils sont sous la douche, même si ils ne vont pas le dire, ils le font. Puis pourquoi? Parce qu'ils se sentent libres, parce qu'il n'y a personne qui les voit, mais c'est un peu le même principe. Mm-hmm. Je veux qu'on se rappelle de moi comme un artiste qui recherchait vraiment la liberté, puis qui cherchait à être libre, en fait. D'accord. Tu es artiste, musicien, tu es rappeur. Et c'est quoi ton style, en fait? Comment te définir comme artiste? Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai passé par plusieurs étapes. Parce que, c'est sûr que je trouvais comme ça qu'est-ce qui m'attirait le plus dans le rap, c'est le côté engagé. Mm-hmm. C'est le côté de pouvoir dire un message qui était porteur. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'à force d'en faire, j'ai changé pas mal de styles. Mais moi, à la base, la musique, si je l'ai découverte en termes de musique, je l'ai découvert à l'église en chantant de la chorale. Donc, c'est sûr que le rap, je suis rentré comme tout le monde, je fais des verses, rapper très dur, garder des structures très rythmées. Mais à force d'évoluer, j'ai développé un style qui est plus, justement, de mettre
du chant de chorale sur de la musique rap, ce qu'on appelle du trap soul. C'est un peu comme du soul avec de la musique de rap actuelle. Il y a un artiste très connu au Canada, c'est très canadien aussi comme mode. Un artiste très connu au Canada, Drake, qui en fait, mais aussi The Weeknd, qui est vraiment genre mon inspiration. D'accord. Donc c'est vraiment ça, chanter sur du trap, c'est vraiment ça mon... C'est ça ton style. Exactement. Voilà, puis le message que tu délivres en général... beaucoup de motivation. C'est pas comme... non, vraiment pas, non. Le hip-hop américain? Non. Quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de 50 Cent qui passaient à la télévision. C'était souvent l'image du gangster. Moi, je n'ai pas vraiment grandi là-dedans, donc c'était vraiment, je l'ai mis de côté. Donc pour moi, c'est vraiment de mettre une image... Surtout, un de mes amis m'a déjà dit, quand j'écoute du rap, ça me permet de me lever le matin. C'est pas mes parents qui vont me dire de me lever le matin, mais c'est le rap parce que c'est motivant. C'est la même chose. C'est ce que j'ai envie. J'ai envie que les jeunes soient motivés en écoutant mes paroles, de voir que, waouh, il raconte son histoire, puis son histoire, elle est motivante et inspirante. J'ai envie de faire ce que j'aime dans la vie. Voilà. C'est ça, un message d'inspiration. D'inspiration. Ouais. Tu étais dans un groupe avant, hein, David? Un duo HDC XLTK. Voilà. Quand j'ai commencé vraiment à me dire, OK, je vais être sérieux là-dedans, j'ai rencontré un de mes amis qui lui aussi venait de la France, puis il voulait vraiment faire de la musique, sa passion. Il s'appelait Léo Twincy Knopfler, qui vient LTK. Et on a fait ça ensemble, on s'est vraiment rodé. C'est vraiment là que j'ai pris mes premières bases. On a fait des shows, des concours, etc. pendant 2 ans. Et c'est vraiment là que j'ai découvert que c'était vraiment ce que je... je savais déjà que c'était ce que je voulais faire, mais c'est là que j'ai eu une confirmation que c'est ça que j'allais vraiment faire. Puis il y a plein de choses qui sont arrivées. J'ai rencontré ma blonde durant cette période-là, avec qui je suis encore aujourd'hui. Donc c'est sûr que tout s'est seté pour que je vive la vie que je vis en ce moment. D'accord. Et quels sont tes projets actuellement, David? J'en ai pas mal. Je veux dire, là, je viens de sortir un album. J'appellerais pas ça un album parce que c'est pas produit par une maison de prod, mettons que c'est moi qui l'ai produit. Mais de l'autoproduction. C'est de l'autoproduction, ça reste que je considère un album. Voilà. C'est un album en 2 volumes que j'ai sorti le jour de ma fête pour symboliser vraiment un passage. Puis là, présentement, c'est de faire beaucoup de collaborations. J'ai beaucoup de musique single que j'appelle. Je ne ferai pas d'album dans les prochains temps parce que je veux vraiment me faire connaître, développer mon audience. Et je vais faire beaucoup de collaborations sur des albums de d'autres artistes, justement. Donc c'est ça les projets, de continuer à faire de la musique, mais surtout des singles, des bons singles, essayer d'avoir le hit. Puis aussi de, bien sûr, faire des collabs avec le plus d'artistes de Montréal. Vraiment développer cette audience montréalaise. Tu sors ton album quand, en fait? En fait, mon album, il est déjà sorti le 8 octobre. Le 8 octobre. Et là, ce que je prévois faire, vraiment, c'est plus travailler sur mon audience, donc essayer de développer, faire des nouveaux singles, développer une grande audience pour que d'ici l'année prochaine, je puisse commencer à faire des premières parties de grands artistes qui viennent à Montréal et faire mes propres shows éventuellement. OK. Comme artiste canadien, on voit que tu développes aussi beaucoup le bilinguisme. Hein? Toi, c'est une de tes marques d'ailleurs, de chanter un mélange d'un franglais quelque part. OK. Est-ce que ça va être ta signature sur le long terme? Je ne sais pas, peut-être que je vais rajouter du créole, on ne sait jamais. Peut-être que... En fait, pour moi, la langue, c'est plus... Quand j'ai commencé à rapper, je me dis, je vais juste rapper en français parce que je me mettais beaucoup de barrières. Puis je me suis rendu compte que la musique, quand j'ai rencontré Léo, il m'a fait comprendre la musique, il n'y a pas de barrière. Tu peux pas te mettre des... Puis la langue, c'est une barrière en soi parce que, je veux dire, il y a des mots que tu peux utiliser, des manières d'utiliser un mot qui est complètement différent. En anglais, il y a ce côté populaire, ce côté qui, quand tu parles, les gens, ils comprennent rapidement, ils sont rapprochés avec toi. Tandis qu'avec le français, il y a ce côté franc, cette franchise, tu peux pas... Quand tu dis quelque chose en français, le mot, il est précis, il est choisi, tu sais. Donc, le mélange des deux, moi, je trouve que c'est incroyable. Puis, ça date de longtemps, là, le mélange. Dans plein de pays, ils font des mélanges. Quand tu regardes un match de foot commenté par un Algérien, il va te dire... il va te parler dans sa langue, puis il va te sortir Zidane, marque un but, tu sais, il va mélanger français. Exact. Fait que moi, je pense que c'est le futur, mélanger les frontières, les cultures. Frontières. Tu as parlé de ses origines créoles. Exact. Tu as une origine créole, tu es aussi français, canadien, donc des identités multiples. Notre émission sort au mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs. Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu es conscient, comme quelqu'un qui est... Toi, tu es né au Canada. Oui, je suis né au Canada. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi? Juste le fait... Moi, je me considère noir, tu sais. Même si j'ai mon père qui est... Salut, papa. Même si j'ai mon père qui est blanc, tu sais, je me considère noir parce que comment j'ai grandi, tu sais, moi, je veux dire, depuis que j'ai la peau, je suis pas... Je veux dire, visuellement, on peut pas dire que je suis blanc, tu sais. Donc, c'est sûr
sûr que les expériences que des Noirs ont vécues, comme par exemple se faire arrêter par la police pour rien ou des trucs comme ça, je les ai vécues quand j'étais jeune. J'en ai vécu du racisme. Puis c'est pas pour dire comme ça que je suis quelqu'un qui est à fond, super extrémiste du côté de la culture noire, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je prends vraiment à cœur. C'est un combat comme ça que je pense que chacun d'entre nous, en tant que culture, on devrait faire par rapport à la sienne. C'est comme par rapport à... moi, je suis haïtien, donc je veux être fier de ma culture, je vais être fier de de ma mère aussi, parce que de ce qu'elle a accompli. Elle est venue d'Haïti ici, de tous ces jeunes-là qui ont grandi dans des familles semblables à la mienne, mère monoparentale, dans des quartiers difficiles. Donc c'est sûr comme ça que c'est quelque chose qui se rattache à moi. Puis un mois avant pour le mois de l'histoire des Noirs, c'est sûr que pour moi, c'est de montrer comme ça qu'un jeune noir au Québec peut réussir à faire quelque chose qu'il aime, pas nécessairement ce que tes parents aiment, parce que nous, on a grandi là-dedans, nos parents sont venus ici, il y avait des rêves pour nous, ils voulaient qu'on devienne médecin, professeur, etc. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on fait justement, moi, en tout cas, de mon côté, je prouve à d'autres jeunes noirs que oui, tu peux faire ce que tu aimes, puis tes parents vont être fiers quand même de toi, tu vois, même si comme ça que t'es noir, même si que t'es blanc. Je veux dire, peu importe, mais c'est sûr qu'en tant que noir, des fois, c'est un peu plus difficile dans un pays qui est majoritairement ethnico-blanc. C'est sûr, ça peut paraître un peu plus difficile. Mais quand on y croit, quand on veut, on peut. On peut, puis c'est surtout ça que je veux laisser comme exemple pour la jeunesse noire ou ethnique. David, tu as aussi ton entreprise. Hein? Oui. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai toujours voulu tout créer par moi-même, le contenu visuel, surtout mon marketing. Donc, c'est sûr comme ça que, comme j'avais étudié en vidéo, ça s'alliait de pair. Donc, j'ai commencé à faire ça. Puis, j'ai développé un amour pour ça, j'ai développé une passion pour le vidéo, ce qui m'a amené à travailler à TV Laval aussi. Ben oui. Puis bon, c'est à force d'en faire que j'ai rencontré j'ai collaboré avec mon meilleur ami, il faisait de la photo, puis quand ma copine est arrivée dans le décor, elle avait un peu le côté concept. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas faire une agence de création? On a travaillé dur, mais là, ça en boîte, ça en marche présentement. Puis j'espère que cette compagnie-là pourra m'autoproduire dans le futur. Donc, il y a une compagnie qui a été lancée en janvier. Oui, là, Seftar. Seftar, puis ça a été lancé en septembre, mais là, c'est vraiment, là, on a eu une ouverture en janvier qui va nous permettre de faire des vidéos pour la prochaine année, pour un blog de Montréal. Donc, c'est vraiment, ça s'en va dans la bonne direction de ce côté-là. Merci, David. Merci à toi. Merci à nos invités, Boucar Diouf et David Campana. Merci à vous qui nous suivez. Pour toute question, suggestion et information, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. On va se quitter sur une musique de David, sur ta musique. Oui, Yunana, une musique que j'ai faite avec un producteur de Montréal. Donc, voilà. J'ai hâte que vous voyez ça. Merci et à la semaine prochaine. Trying, so give me love, or the ghosts keep on hating. So keep it up, but my last words bandit. I'ma go again, even injured. You nah, see me trying, so give me up, so the soft line. So keep it up, but my last words bandit. I'ma go again, even injured. I know what I did, no, but you don't know what it is. Don't wanna feel it. It's just so hard to believe it. This is my life, I did it. Mm-hmm.